Et il soutient qu'il va renoncer à son mandat s'il passe sur la liste qu'il vient de quitter. Déthié Fall donc fait comme son ancien patron Idrissa Seck, connu pour sa versatile politique. Il dit qu'il n'avait pas hésité, souvenez-vous à l'époque, à rejoindre Macky Sall alors qu'il était le chef de l'opposition. Mohamed Ali Mouba, autre chose, la migration de l'ancien ministre Alioune Sarr, par ailleurs maire de Notto Diobass, vers le parti au pouvoir en perspective des législatives, pas du goût des jeunes de PASTEF de la zone. Ils disent ne pas vouloir du soutien d'Alioune Sarr pour le scrutin du 17 novembre prochain. Au micro de Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Diouf, le coordonnateur communal de PASTEF Noto, revient sur les raisons de ce rejet. Avoisinant a jeté beaucoup d'allégations et qui ont fait le chou gras des discussions dans les villages. Nous voulons rassurer nos militants que le PASTEF n'est pas un parti, un simple parti. C'est une famille, c'est un parti bâti sur des fondements patriotiques qui ont le sens du don de soi pour la patrie et qui ne joue pas avec l'engagement. L'engagement de nos militants est cher aux yeux de nos leaders nationaux, donc que personne ne vienne vous faire croire qu'il a décroché des privilèges qui valent mieux que nous militants et nous responsables qui avons bâti ce qui est à la base au niveau de Notto Diobass. Nous vous comprenons, il a été difficile, c'est parsemé de sacrifices, mais gardez votre calme, qu'aucun marchand d'illusions ou celui qui veut embellir son bilan, qui est très peu élogieux, ne vienne vous dire qu'il a vu Diomaye. N'y croyez pas. Et puis la coalition Jàmm ak Njariñ de l'ancien Premier ministre Amadou Ba qui a décidé de retirer sa liste pour le département de Dakar au profit de la coalition Sàmm Sa Kàddu, une décision motivée par un souci de maximiser les chances de victoire de l'intercoalition ici à Dakar. La tête de liste départementale de Jàmm ak Njariñ, Moussa Sy. Nous avons au soir du 29 septembre déposé sous la présidence de M. Amadou Ba, notre tête de liste nationale de la coalition Jàmm ak Njariñ, composée du Parti socialiste, de l'AFP, de nouvelles responsabilités en plus grande comme mouvement politique et en plus grande importance sur le territoire national, et aussi des mouvements et comme l'ANC, comme parti politique et d'autres structures. Nous avons donc déposé une liste à Dakar qui était mise sous ma responsabilité. Donc nous avons, après cette publication le 7 octobre, donc mené des discussions, en tout cas prolongé les échanges sur l'intercoalition de Dakar, dont nous avions déjà nous investi M. Bamba Fall, maire de la Médina, comme membre de la coalition Jàmm ak Njariñ. Et ensuite, il y avait eu des désaccords sur le nombre de personnes de sièges à nous pourvoir. Et ensuite, après de larges discussions et échanges sous la présidence de M. Amadou Ba avec l'intercoalition, les leaders des différents composants, nous avons décidé hier, après de larges discussions, on a délibéré que nous devrions surseoir à notre candidature en tant que liste de Dakar, porter la candidature de Sàmm Sa Kàddu qui porte l'intercoalition Sàmm Sa Kàddu, Takku Wallu et tous les partis qui la composent, et Jàmm ak Njariñ ensemble pour maximiser les chances de remporter les 7 sièges de Dakar. Moussa Sy, la tête de liste départementale de Jàmm ak Njariñ, il répondait aux questions de Ladji Ndiogou Diène, midi 11 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Encore un mort dans les inondations à Matam. Il s'agit d'un jeune homme qui tentait de traverser la crue à bord d'une pirogue. Le drame est survenu à Dondou. Le corps a été repêché par les villageois et remis aux sapeurs-pompiers. Signalé que depuis hier, une bonne partie de la ville de Matam est envahie par les eaux du fleuve. Ali Bandelian. Ils étaient 4 à bord d'une petite embarcation pour rejoindre l'autre côté de la ville de Dondou dans le Dandemayo. Déséquilibrée par la force, la pression de la crue, la petite pirogue a fini par se renverser. L'un des passagers à bord est resté des heures introuvables. Les 3 rescapés de la même famille sont allés alerter les villageois de Dondou qui se sont tous jetés dans le fleuve. C'est après 2 heures de recherche que le corps sans vie du jeune homme de 23 ans a été finalement retrouvé et repêché des eaux de la crue du fleuve Sénégal. Informés, les éléments des sapeurs-pompiers venus de Matam à bord d'une vedette ont mis près de 3 heures sur le fleuve pour rallier Dondou pour juste une distance de 63 km. C'est ainsi que le corps sans vie a été transporté pour être déposé à la morgue du centre hospitalier régional de Ourossogui. Une deuxième victime des eaux d'inondation après la fillette de 9 ans, mort noyée sur la berge du fleuve Sénégal à Matam. Pendant ce temps, la souffrance se poursuit pour les habitants de la capitale régionale comme à Djamel et à Afia, où de nombreuses familles ont été chassées de leur domicile. Et aujourd'hui, si le cas dans la ville de Matam demeure une très grande préoccupation, c'est bien du fait de la brèche ouverte au niveau de la digue de protection que les autorités administratives n'arrivent pas à faire refermer, faute d'enjeux mécaniques
mécanique et de latérite. D'où la nécessité, selon des techniciens, pour le gouvernement de déclencher le plan Orsec qui donne les pouvoirs aux autorités administratives locales de réquisitionner toutes les entreprises présentes à Matam. Matam, Ali Bandelnia, RFM. À Tambacounda, c'est le déluge. À Missira, tous les périmètres maraîchers situés le long du fleuve Gambie sont engloutis par les eaux. Les producteurs sans solution interpellent les autorités. Papousseinou Diallo. Dans la commune de Missira, département de Tambacounda, la situation est tout aussi préoccupante. Plusieurs milliers de cultures maraîchères situées le long du fleuve Gambie ont été détruites ou inondées, entraînant un désespoir total chez les producteurs. Lamine Sarr est le président de l'association des maraîchers de Gouloumbou. Ce que nous vivons en ce moment à Gouloumbou, dans nos plantes. Vraiment, nous avons une perte énorme sur nos plantes de piment, vraiment. Puisque l'eau a tout envahi, on ne sait pas où aller. Mais on demande l'État de nous aider sur les plantes. Il n'y a pas d'aide de l'État, on ne sait pas où aller. Parce qu'on a des dettes partout dans les banques pour pouvoir payer nos dettes. Sinon, ça ne va pas. Actuellement, là, on a une grande perte. Tous les plantes sont dans l'eau. Tout. Il n'y a aucune plante qui n'est pas dans l'eau. Maintenant, ce que nous voudrons à l'État de nous aider, c'est à cause, nous, on a des dettes à la banque. On a des partenaires, on devrait payer des dettes. On avait tout misé sur le piment. En ce moment, on a une énorme perte. Ouais. Tout est dans l'eau. Les pertes massives causées par les inondations pourraient mettre en péril la stabilité alimentaire de la localité et des zones environnantes et créer de ce fait une possible détérioration des conditions de vie des populations vulnérables. Tambacounda, Papousseinou Diallo, Radio Futur Média. Midi 14 minutes, éducation à présent. Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La grève du SAES, arrêt des cours dans toutes les facultés sauf à la fac médecine où se tiennent les examens du second semestre. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques dénoncent ces situations car ils n'ont même pas pu faire leurs examens du premier semestre. Un reportage de Nafissatou Sila avant la fin de cette édition. Le temps d'aller à Bambey, à l'université Alioune Diop. Les étudiants ont décrété une grève de 72 heures. Ils s'offusquent de la mauvaise qualité des repas. Ils exigent même la rupture du contrat avec l'actuel repreneur qui, aux yeux des étudiants, ne respecte pas les clauses. Babacar Diouf. À l'université Alioune Diop de Bombay, le repreneur du restaurant ne répond plus aux exigences des étudiants. En assemblée générale ce matin, ils ont dénoncé la mauvaise qualité des repas servis. Talandiaï, délégué d'étudiants. Parce qu'on note des queues qui sont interminables, des ruptures également, des étudiants qui repartent chez eux sans pour autant prendre leur nourriture. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous déplorons. Et nous lançons ce message directement au DG du CROUS, lui disant qu'actuellement, les étudiants, ils souffrent. Les étudiants ont exigé aussi du nouveau directeur du CROUS le choix d'un nouveau repreneur à mesure de prendre en charge leurs préoccupations. Par dire aux autorités que nous exigeons à ce qu'un nouveau repreneur signe un contrat dans les plus brefs délais afin de permettre aux étudiants d'éviter les situations qu'ils vivent au niveau du campus, notamment quand ils viennent pour prendre le dîner. Pour toutes ces raisons, les étudiants ont décrété un mot d'ordre. Et c'est tout à fait normal que l'on décrète une grève de 72 heures, une cessation des activités pédagogiques de 72 heures, et cela est renouvelable. Pour rappel, lors de sa dernière sortie, le nouveau directeur du CROUS a annoncé une dette de 3 milliards que le CROUS doit aux repreneurs. Bombay, RFM, Babacar Diouf. Arrêt des cours dans toutes les facultés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je vous l'annonçais tantôt, sauf à la fac médecine où se tiennent les examens du second semestre. Les étudiants de la faculté des sciences juridiques dénoncent ces situations car ils n'ont même pas pu faire leurs examens du premier semestre. Un reportage de Nafissatou Sila. Un calme plat à la faculté des sciences juridiques. On n'entend que le gazouillis des oiseaux. Les seuls étudiants sur place, ceux de la faculté de médecine. Ils sont venus investir l'esplanade et ils sont en pleine révision pour leurs examens du second semestre. Ils ne sont même pas au courant de cette grève du SAES. On n'était même pas au courant de la grève. Mais pour nos examens, c'est déjà calé. Il y a certains qui composent là, qui sont en train de composer là. Non. Pour l'instant, on n'a pas encore. Pour eux, tout est bien calé, comme nous le confirme cet étudiant en 5e année de médecine. Nos examens ont commencé aujourd'hui, tellement il y a les étudiants qui font leurs examens comme ça. Donc je pense que la grève du SAES n'impacte pas sur les étudiants de la faculté de médecine. Parce que là, ils sont là pour faire leurs examens et ça se passe normal, sans perturbation, sans rien du tout. Il n'y a pas d'impact par rapport aux examens. Je suis là pour réviser parce que je prépare mes examens. Je dois commencer demain. Abdourahmane Diaye est en L1 de droit. Il ne digère pas cette situation. Depuis que nous sommes là, nous n'avons pas étudié beaucoup de choses.
parce qu'il y a beaucoup de perturbations ici à la faculté de droit. Ça nous porte préjudice. Nous allons faire droit constitutionnel lundi prochain, la semaine prochaine. Ça ne nous arrange pas du tout. Oui, dans l'ensemble, nous n'avons rien appris. Vous avez démarré quand les cours? Nous avons commencé lundi passé. Ce lundi-ci? Ce lundi-ci. 2 jours après, les professeurs sont en grève. Nous avons fait un seul jour de cours. Une situation aussi qui n'enchante guère cet autre étudiant de la faculté de droit qui envie ses camarades de la faculté de médecine. Vous pouvez le constater parce que dans la faculté, vous ne trouvez que presque des étudiants de la fac médecine. Parce que eux, ils sont en train de faire leurs examens de second semestre. Nous, on n'a même pas encore fait notre examen de premier semestre. Alors qu'eux, ils sont en train de faire les examens de second semestre. C'est-à-dire, bientôt, ils bouclent l'année 2023-2024. Donc, nous aussi, nous voulons être dans ce rythme-là, c'est-à-dire avoir une année universitaire stable qui se déroule dans de très bonnes conditions. 2 jours de grève du SAES, combinés aux 3 jours de grève des étudiants, ce qui risque de plomber davantage le calendrier universitaire. 150 enseignants volontaires des écoles communautaires de base demandent à être intégrés dans le système éducatif. Ces volontaires issus des régions de Thiès, Fatick et Kaolack ont été formés puis affectés au niveau des écoles communautaires de base. C'est dans le cadre du programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté. Leurs contrats sont arrivés à terme. Conséquence, ils sont restés 4 ans au chômage. Aminata Goudiaby. Des hommes et des femmes qui se sont donné rendez-vous à la place publique Les Berges du Sine de Fatick. Ces enseignants volontaires engagés dans le cadre du programme d'alphabétisation et d'apprentissage de métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM réclament une intégration dans le système éducatif après 4 ans de service. Leurs contrats sont arrivés à terme depuis le mois de juin. Mamadou Ba est le président du collectif national des volontaires du PALAM. Nous lançons un appel solennel à son Excellence, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à son premier ministre, M. Ousmane Sonko, et au ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mbaba Guirassy, nous, collectif national des volontaires des 3 régions, Kaolack, Fatick, Thiès, qui sont au nombre de 150 conseillers des arabisans et des Françaises. Nous sollicitons un recrutement dans le système éducatif. Ces enseignants affectés dans les écoles communautaires de base se disent compétents. Ils ont été formés dans les centres régionaux de formation des professionnels de l'éducation. Après 4 ans d'expérience dans les écoles communautaires de base, avec un taux de réussite de 46% au CFE, étant donné que nous avons de l'expérience, nous pensons être la solution face au déficit d'enseignants. Le recrutement de ces volontaires peut être une solution au déficit d'enseignants noté dans plusieurs localités du pays, selon Chergaï, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal, CELS, section Fatick. À l'État qui actuellement a un problème de personnel. Nous pensons que ces 150 volontaires qui ont eu l'expérience pendant 4 ans peuvent être une solution et doivent être d'abord une solution. Ces volontaires du PALAM ont démarré leur plan d'action par une conférence de presse. Une marche dans les prochains jours n'est pas exclue. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Keur Massar dispose désormais d'un tribunal d'instance qui a été inauguré hier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Les populations de ce nouveau département se réjouissent et soutiennent que l'institution judiciaire va faciliter l'obtention de certains papiers administratifs, entre autres. Aminata Ba. C'est une foule immense qui occupe le bas de l'autopont de Keur Massar ce matin. Mas et Aziz, assis tranquillement pour prendre l'air, accueillent avec enthousiasme le nouveau siège du tribunal qui vient d'être érigé dans le département. C'est une nécessité quoi. Parce que Keur Massar c'est tellement large et c'est grand. C'était loin quoi. Pour aller jusqu'à Pikine, vraiment c'est un peu loin. Mais comme Keur Massar c'est une justice vraiment. Dieu merci pour tout quoi. Ça nous fait un tribunal de proximité. Les gens n'auront plus à se déplacer jusqu'en ville pour porter les choses là-bas. Donc c'est une bonne initiative que nous saluons. Ce sera un soulagement pour les autres tribunaux. D'ailleurs, l'attente est forte pour Déthiengom. Cet habitant de Djaraï, Parcelles Assini, espère que le traitement des dossiers se fera sans discrimination. Justice au nom du peuple. On avait tellement de problèmes. Tu vas là-bas, on te dit demain, tu viens demain après. Bon, avec la corruption aussi. Il faut avoir les gens que tu connais là-bas. Les gens travaillent comme il le faut. Ils le font dans l'air, sans discrimination. Je demande de travailler là-bas. Ils font le travail correctement. Avec la forte concentration de la population à Keur Massar et environ, Pape Kane demande l'aménagement d'autres infrastructures similaires. Je ne pense pas, parce qu'actuellement c'est une population très jeune. Mais ce tribunal, bon, peut-être pour l'instant, dans 2-3 ans, je verrai que certainement il y aura
de ceux qui sont à la traîne. On peut ajouter, on peut faire des maisons de justice pour peut-être ne pas encombrer le tribunal, quoi. Le tribunal de Keur Massar a été inauguré hier par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Média. Aminata Ba, merci. Midi 22. Avant d'accueillir Georges Déthié Diop, nous reparlons de politique avec ce communiqué du PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, qui dit avoir constaté avec regret d'ailleurs des rumeurs faisant état de sa sortie de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Le PUR dément formellement cette allégation et informe l'opinion nationale et internationale qu'il reste ancré dans la coalition Sàmm Sa Kàddu en tant qu'un des membres fondateurs, et par conséquent donc le PUR invite les militants et sympathisants à faire bloc et rester engagés et mobilisés pour une campagne électorale réussie et une victoire éclatante au soir du 17 novembre prochain. C'est signé donc le parti de l'unité et du rassemblement. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié. Merci Barthélémy Ngom. La guerre au Soudan d'abord, Khartoum qui accuse directement les Émirats arabes unis d'être derrière la rébellion. Des accusations portées par l'ambassadeur du Soudan à Dakar, selon Ousmane Hissène Al-Amin Ahmad. Si la guerre se poursuit depuis 1 an et demi, c'est parce que des pays du monde arabe, comme les Émirats arabes unis ou encore une partie de la Libye, sont bien derrière cette rébellion. Propos recueillis tout à l'heure par Seydou Nourouba. Jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 1 an et demi. Ça continue. Je ne peux pas continuer sans le soutien et l'acheminement et le ravitaillement de l'arme et de mercenaires financiers et soutenus et le recrutement des mercenaires par les Émirats arabes unis, malheureusement, qui utilisent des avions plein des armes et d'équipements militaires et de drones, de tout ça, vient directement des Émirats arabes unis vers l'aéroport d'Entebbe en Ouganda jusqu'à l'aéroport d'Oumdjaras. C'est une petite ville à l'est du Tchad. Après de Oumdjaras là, qu'il était bien préparé par les Émirats arabes unis, acheminer ces garnisons et les équipements militaires et les armes par les camions vers les sites dans les régions de Darfour qui, la plupart des villes de cette région-là, à l'ouest du Soudan, contrôlées par les milices de soutien rapide. C'est pour cela que la guerre se continue toujours jusqu'à maintenant dans mon pays. D'autre part, les Émirats arabes unis essaient de manifester par l'exhibition des armes et d'équipements militaires, comme je dis, d'Oumdjaras, et en même temps, en plus, les armes de carburant. Les armes et de carburant viennent du général Khalifa Haftar en Libye. C'est pour cela, parce que Khalifa Haftar, le général en retraite, Khalifa Haftar est bien manipulé par le chef de l'État des Émirats arabes unis. L'ambassadeur du Soudan à Dakar, Ousmane Hissène Al-Amin Ahmad, tient une conférence de presse depuis 11 heures. Première interview du chef de la Katiba Massina du Génim lié à Al-Qaïda. Amadoun Koufa s'est entretenu avec la télévision France 24 qui a préféré, dit-elle, ne pas diffuser l'entretien pour ne pas relayer la propagande djihadiste, mais en rapporte les principaux enseignements. Entre autres sujets, la Russie au Sahel, les exactions du Génim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, les projets d'expansion. Interrogé sur l'implication russe au Sahel, Amadoun Koufa dénonce les crimes odieux commis par Wagner et l'armée malienne, estimant qu'ils ont accru la colère du peuple et donc facilité le recrutement du NDIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Sommet de s'expliquer sur les violences commises contre des civils par ses propres troupes alors qu'il accuse l'armée malienne et Wagner d'exactions dans des zones où le NDIM combat la branche sahélienne de l'État islamique. Amadoun Koufa tente une justification. Ces violences sont légitimes à ses yeux parce qu'elles s'inscrivent dans le cadre de la guerre qui livre le NDIM lié à Al-Qaïda, un groupe djihadiste rival. Amadoun Koufa confirme les tentatives d'expansion du NDIM au Ghana, au Togo et au Bénin, dont il met en garde les dirigeants. Il assure enfin reste ouvert à des négociations avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso, comme avec tous ceux qui le souhaitent, mais uniquement dans le cadre de la charia. Les questions du journaliste Wassim Nas restaient sans réponse concernant la situation à Gaza, le Hamas, Al-Qaïda centrale et le régime taliban. Au Mali, Georges, l'armée déjoue une attaque terroriste à Dina Diatafou,
C'est dans la région de Tombouctou. Selon l'armée, des chefs terroristes des zones de Kanyon et Bambara Maoudé s'étaient donné rendez-vous à la foire de Dinadiatafan, tentant d'utiliser la population civile comme bouclier. Dans un communiqué, l'armée indique que les renseignements fournis ont permis de repérer les assaillants regroupés qui ont été frappés à l'aide de drones. Le bilan fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que de leur matériel roulant et de guerre détruit. En République démocratique du Congo, l'armée annonce avoir repris Kalembe dans l'est du pays. Cela après que les rebelles du M23 s'en soient emparés, mais ces derniers ont affirmé qu'ils contrôlaient toujours la ville. En Ouganda, 11 morts hier dans l'explosion d'un camion-citerne dans la localité de Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala, la capitale, selon la police. Les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion qui s'est renversé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique. Au Bénin, l'homme d'affaires Olivier Boko, devant la commission d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ex-ami est très proche du chef de l'État béninois. Il avait été poursuivi le 1er octobre avec l'ancien ministre des Sports Oswald Omki et placé en détention provisoire pour complot contre la sûreté de l'État. Le dossier avait été renvoyé devant la chambre d'instruction de la Criette pour poursuivre les enquêtes. La guerre au Proche-Orient, pour terminer, plusieurs frappes israéliennes ont visé ce mercredi. Tir après un appel à l'évacuation de quartiers de cette ville du sud du Liban lors d'une visite à Israël, première étape d'une nouvelle mission diplomatique dans la région. Anthony Blinken a appelé le gouvernement de Benjamin Netanyahu à saisir l'occasion de l'élimination du chef du Hamas, Yahya, pour mettre fin à la guerre à Gaza. Merci beaucoup, Georges Détidiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, bilan d'étape de la campagne agricole. Le prétexte, ces propos du ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne, dans le journal Le Soleil, annonce que le Sénégal s'attend à des productions records en arachide cette année. On en parle avec nos deux intervenants, Cheikh Tidiane Cissé, le président de l'Association des paysans du bassin arachidier, et Aliou Dia, le président de Force Paysanne. RFM Sport. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Nous parlons d'abord du tournoi de l'UFOA A, U17. Les équipes de la poule B entrent en lice ce mercredi. Ce sera donc pour la première journée, rencontres qui vont se jouer au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. Ce sera dans l'annexe, je crois bien, avec cette programmation, le Mali qui va jouer contre l'équipe de la Sierra Leone. Ensuite, l'équipe de la Mauritanie défiera la Guinée-Bissau. Hier, le Sénégal a battu donc a remporté son premier match. C'était donc contre l'équipe de la Guinée-Bissau. Une première rencontre avec un premier succès qui permet aux Lionceaux de bien entrer dans cette compétition. Une autre équipe qui a été écartée de la compétition, celle de la Guinée-Conakry, pour fraude après test IRM sur certains joueurs. Une décision contestée par l'entraîneur du Sili National U17 qui dit même que la fédération guinéenne va saisir le tribunal arbitral du sport. C'est une décision qui nous a épatés dans la mesure où depuis le 7 octobre nous sommes arrivés au Sénégal pour passer les IRM afin qu'on puisse éviter tout problème sur fraudage quand on sait que l'IRM ne fait que développer et montrer le développement osseux des cartilages. Et l'IRM ne peut pas, avec n'importe quel laboratoire au monde, montrer avec exactitude l'âge réel d'un enfant. Nous mettre à l'abri. On est venu dans un cabinet spécialisé avec le médecin de la CAF lui-même pour qu'on puisse faire nos tests. À l'issue de ce test, 13 joueurs étaient inéligibles et 19 étaient éligibles, dont un autre Amaraketa qu'on a rajouté, qui a été meilleur joueur, meilleur buteur du tournoi U15. Et ce sont ses amis côté sénégalais qui jouent aujourd'hui avec les Hassan Sarr et autres. La CAF envoie une liste de 10 personnes. Après avoir posé la plainte, on revient à 5. On va saisir le tribunal et la tasse afin que nous soyons rétablis dans nos droits. Imaginez deux jumeaux qui sont nés le même jour, on fait passer un, on dit que l'autre a dépassé. Donc c'est pour vous dire combien de fois il n'y a pas de cohérence, il y a des imperfections. Mais que vous avez fait appel et vous attendez. Oui, on a fait appel et on attend.
Ali Badara Sissé, entraîneur de la Guinée, qui était au micro de Cheikh Anta Diop. La Ligue des Champions, suite de la 3e journée, aujourd'hui, Brest contre Leverkusen, Atlético Madrid contre Lille. Les Young Boys de Berne défient les Interistes de Milan. L'équipe du FC Barcelone reçoit le Bayern de Munich, ça c'est le choc de la soirée. Manchester City joue contre Spartak Prague. Leipzig contre l'équipe de Liverpool, leader de la première ligue anglaise. À noter également que l'Atlanta de Bergame défiera l'équipe de Celtic Glasgow. L'exploit des merengues hier, faut surtout pas l'oublier, Malal Diagne. Le Real qui a montré qu'on n'a pas gagné 15 Ligues des Champions en dormant. C'est une grande équipe avec de grands joueurs qui ont un grand talent. Ouais, remontada. Beach soccer, à présent, après les phases de poule, l'heure est au bilan. Avec les équipes qualifiées déjà pour les demi-finales, on connaît les affiches. L'équipe du Sénégal va défier l'Égypte demain. La Mauritanie défiera l'équipe du Maroc, la Mauritanie, pour une première participation qui réussit à se hisser dans le dernier carré. Que faut-il retenir de la phase de poule? Réponse avec Sodakiam. Une phase de poule très prolifique en but. 30 ont été inscrits pour la première journée, 32 pour la deuxième journée et 44 pour la troisième et dernière journée des phases de groupe, ce qui rend très élevé le niveau de cette édition de CAN Beach Soccer. Omar Ngalasila. Vous savez, les phases de poule, c'est toujours aléatoire. C'est la Coupe d'Afrique la plus relevée. L'essentiel, c'est de se qualifier. Aujourd'hui, alhamdoulilah, il n'y avait pas de calcul parce qu'on avait notre destin en main. Donc, il fallait gagner, que ce soit tir au but, que ce soit dans les tiers-temps. Mais le plus important, c'est que nous, on a gagné. Mais quand même, Mozambique, c'est une grande nation. On a vu de très belles formations comme le Maroc, comme l'Égypte, comme la Mauritanie. Je pense qu'on aura des demi-finales très, très sérieuses. Le Sénégal, le Maroc, l'Égypte et la Mauritanie forment le carré d'as. Et d'après les prestations de ces équipes lors des matchs de poule, on va vers des demi-finales qui seront âprement disputées, souligne Ibrahim Ndiaye Chita. Ce sera une demi-finale difficile. Déjà, ils ont joué 2 matchs amicaux à Casa. La première fois que j'ai créé la sélection, ils sont allés à Riyad. Ngala était l'entraîneur du Maroc. Mais il a fallu des prolongations pour éliminer la Mauritanie. Ils sont revenus à Nouakchott pour un match amical. Mais la Mauritanie a battu le Maroc. Le Maroc est revenu encore en Mauritanie pour jouer le tournoi international. J'ai été invité par la Mauritanie. Mais la Mauritanie a battu le Maroc encore. C'est pour vous dire que donc eux, ils savent à quel sens se vouer. Remake de la finale. Mais si on voit les matchs que nous avons eu à produire avec l'Égypte, on voit que le Sénégal est devant. Et moi, je crois que les garçons commencent à prendre quand même de la confiance. Malheureusement, on a certains éléments qui ne sont pas au niveau. Mais de toute façon, moi, comme je l'ai dit à Ngala, il ne reste que 2 matchs. Mais si on a 5 joueurs qui sont aptes, on compte sur ces 5 jours-là pour terminer la compétition. Pas de match ce mercredi. Les demi-finales vont se jouer demain, jeudi, avec Égypte-Sénégal à 12h GMT et Mauritanie-Maroc, 13h30 GMT. Soda Thiam, Hourgada, Égypte, Radio Futur Média. Je vous laisse finir le journal, je vous devance à la cuisine et quand vous aurez fini, vous m'y rejoignez pour le petit déjeuner. Petit déjeuner à midi. À midi passé, Malal Diagne Junior, merci. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous offre votre revue de presse. La presse du jour, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. À la une, Amadouba, Ousmane Sonko, le débat mord dans l'œuf. Le CNRA freine des 4 fers et renvoie les 2 gladiateurs dans leurs différentes écuries. Selon l'observateur, le gendarme de l'audiovisuel évoque des raisons liées à l'équité avec les autres candidats engagés, vous le savez, dans la course au même titre. Et pourtant, le leader de Jam Ngerigne, par la voix de son mandataire, Zahra Iyane Thiam, avait accepté de relever le défi, constate Vox Populi, prêt à la confrontation avec les conditions que l'actuel Premier ministre lui-même fixerait et qu'il restait à son écoute, qu'il fixe le jour, le lieu et dise comment il entendait engager le corps à corps. Le journal Le Quotidien précise qu'Amadouba était prêt à en découdre avec Ousmane Sonko si telle était sa volonté. Zahra Iyane Thiam dit introduit toutefois un petit bémol. Maintenant, si pour Ousmane Sonko la priorité c'est de débattre avec le Premier ministre Amadouba, bien entendu nous débattrons avec lui et de se demander toutefois qu'est-ce que le Premier ministre actuel gagnerait à débattre avec Amadouba, qui n'est pas demandeur. Les débats, pendant qu'on y est, Barthélémy Diaz veut un adversaire à sa taille, comme le relève le journal Walfadjri. Le maire de Dakar est tête de liste de Sam Sakadou demande au plus vite un débat télévisé entre les têtes de liste, avec comme affiche principale lui et Ousmane Sonko. Walfadjri, qui est le sujet en une principale, nous dit que Barthélémy a cependant une petite condition, que le débat se tienne en français. Une façon, selon le journal,
d'égratigner l'actuel Premier ministre qui, je cite, a de gros problèmes avec la langue officielle du Sénégal. Un énarque qui ne parle pas en bon français, autant fermer cette école prestigieuse qu'est l'ENA qui commence, je cite, à nous livrer sur le marché des gens très moyens, des cancres. Très virulents, Barthélémy et compagnie accusent l'actuel Premier ministre d'utiliser la puissance publique pour déstabiliser des adversaires politiques. L'arrestation et la mise en prison de Bougane assimilée à une prise d'otage. Bougane Gueye Dany, justement, vous le savez, il est incarcéré depuis samedi à la maison d'arrêt et de correction de Tambacounda sous mandat de dépôt pour, je cite, refus d'obtempérer, outrage à agent. Sam Sakadou a profité de cette situation pour dénoncer les conditions de détention de Bougane. Pape Djibril Fall s'indigne, lui, dans Vox Populi. Le leader de Gëm Sa Bopp fait l'objet d'un traitement inhumain. Il est mis dans des conditions dégradantes dans ce que le commun des mortels appelle le paquetage. Il partagerait une chambre avec plus de 40 détenus. Pour Pape Djibril Fall, c'est destiné à humilier, à détruire le corps du prisonnier, à le déstabiliser. Pape Djibril Fall de poursuivre: j'ai contacté toutes les organisations de défense des droits de l'homme, à commencer par Seydi Gassama, le patron d'Amnesty International section Sénégal, très prompte, je cite, à se mobiliser pour Sonko et compagnie à l'époque. Tribune note que Gëm Sa Bopp a alerté aussi cette société civile et la communauté internationale. L'Obs lui fait focus sur le détenu Lat Diop, ancien DG de l'ONAS. Il est dans le dur, incarcéré depuis quelques mois. Lat fait l'objet de mesures drastiques, le blocage de ses comptes bancaires, bien sûr, saisie de ses véhicules et de sa résidence principale. Ces mesures sont étendues à l'ensemble de ses biens immobiliers. L'Obs s'est entretenu aussi avec Ahmed Suzanne Camara, qui vient fraîchement d'être élargi de prison à la faveur d'une mesure de liberté provisoire. Entretien détonnant sur sa vie en prison. Le journal a évoqué aussi le cas de l'artiste Soriba, très malade et qui vomit du sang en prison. À la une du journal Source A, la deuxième audition de Cheikh Dieng par la section de recherche de la gendarmerie, c'était loin des marchés de l'ONAS, évoque le journal. Hier, l'ex-DG de l'ONAS a insisté en vain auprès des gendarmes pour que l'enquête s'oriente également vers les marchés de l'ONAS. Objet de sa brouille avec le ministre Cheikh Tidiane Dièye. La plainte de Thierno Alassane Sall va-t-elle fondre comme beurre au soleil tant que le ministre Cheikh Tidiane Dièye n'est pas auditionné après les graves accusations de Cheikh Dieng autour des marchés de l'ONAS, s'interroge du coup la publication. Le journal Le Quotidien est revenu sur les inondations, les crues du fleuve Sénégal à Matam. Les images font froid dans le dos des jeunes élèves de Diamel, dans l'eau jusqu'à la poitrine. Le cahier et livre décollés bien attachés sur la tête contre vents et marées. Ces jeunes lycéens mettent leur vie en danger pour rejoindre le lycée de Matam à 3 km de leur quartier de Diamel, envahi par les eaux en crue du fleuve Sénégal. Dans d'autres villages du Dent des Maillots, ce sont des familles entières qui sont forcées de migrer vers des terres moins menacées. Dans la commune de Matam également, la situation est de plus en plus compliquée. Pendant ce temps, peu de réactions des autorités qui se contentent du peu, énonce textuellement le journal. On termine par Le Soleil. À la une, entretien avec Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture. Il défriche le terrain, relève Le Soleil. Notre objectif, dit-il, est de créer des coopératives agricoles dans les 557 communes du Sénégal. Le Sénégal dépense 1070 milliards de francs CFA pour importer des produits alimentaires. On s'attend cette année à des productions records en arachide. Bientôt, je sortirai un arrêté pour interdire les exportations de l'arachide brut, informe encore le ministre de l'Agriculture qui était l'invité de la rédaction du journal Le Soleil. Bonne nuit à tous. Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido. AAS, Association des assureurs du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue, bilan d'étape de la campagne agricole. Le prétexte, ces propos du ministre de l'Agriculture, justement, Mambouba Diagne, dans le journal Le Soleil, annonce que le Sénégal s'attend à des productions records en arachide cette année. On en parle avec nos deux intervenants. Cheikh Tidiane Cissé, bonjour, monsieur Cissé. Bonjour. Président de l'Association des paysans du bassin arachidier. Notre deuxième intervenant, Aliou Dia, le président de Force Paysanne. Bonjour, monsieur Dia. Bonjour. Voilà. Je reste avec vous d'abord, Aliou Dia. Vous suivez de près la campagne agricole. On a vu ce qui s'est passé. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir gratifié de très fortes pluies. Bien que ces pluies ont occasionné des inondations,
mais des inondations aggravées par des lâchers du fleuve. Si n'eût été ces lâchers, les inondations ne seraient pas aussi graves qu'on en trouve aujourd'hui. Donc, il va falloir prendre des précautions pour l'année prochaine, pour les années à venir, pour éviter que alors les barrages soient menacés et qu'on déverse l'eau sur les cultures et sur les populations. Ça, je crois qu'il est important qu'on tienne compte de ce fait. L'hivernage cette année, on peut dire que n'eût été ces inondations qui ont privé effectivement les populations pratiquement de toutes leurs récoltes, mais ces inondations qui ont également font sortir les populations de leur domicile, les écoles sont fermées, il y a des problèmes de santé dans le monde rural. Ça, vraiment, c'est une situation catastrophique qui mérite effectivement d'arriver. Mais en termes de céréales, le Sénégal est très bien loti cette année. Et concernant maintenant les autres variétés, nous avons constaté effectivement des inquiétudes. Et cela, on y reviendra. Concernant quelle variété au juste? Surtout l'arachide. L'arachide. L'arachide est tellement menacée cette année parce qu'on a constaté qu'on aura beaucoup de foin et beaucoup plus de foin que d'arachide. Partout dans le pays, surtout les zones où nous avons fait des visites ces semaines dernières, vers Latmengue dans le Sine, dans le Saloum également, dans le Jolof, on en a fait également dans le Bawal et dans le Kayor, mais partout c'est la même chanson. C'est la même chanson. Les cultures ont été vraiment très bien entretenues, il y avait de l'espoir, mais s'agissant de la production, il y a eu des inquiétudes parce que l'arachide semble ne pas être cette année vraiment être à l'attente. Alors, on va voir si le président de l'association des paysans du bassin arachidier a fait le même constat sur le terrain. Cheikh Tidiane Cissé, est-ce que vous avez remarqué cette menace sur l'arachide? Écoutez, moi je pense que ça c'est un vieux débat parce que depuis presque à peine un mois, les gens ont eu à alerter sur ce problème-là et je pense que ceci est quelque chose qui est vaste sur l'étendue du bassin arachidier jusqu'en Casamance et je pense que le ministre devait être averti pour ne pas se prononcer de cette manière parce que je pense que pour quelqu'un qui dit qu'on pourra avoir vraiment des rendements records, je pense qu'il est loin des champs d'arachide. Et je pense que ce qui lui a causé ça, c'est parce qu'il n'a jamais rencontré les acteurs depuis son accession au pouvoir. Ça fait presque 8 mois et je pense que ceci est inadmissible parce que d'abord, on les a dit d'aller voir les gens sur le terrain d'abord, mais aussi de convier les gens au fora et en même temps au truc. Parce que donc vous n'êtes pas d'accord avec le ministre quand il déclare que le Sénégal s'attend à des productions records en arachide cette année? Non, ça c'est impossible. Moi je pense qu'il faut qu'il se détache des statistiques des années dernières, comme on avait l'habitude de le faire. Parce qu'on nous promettait toujours des statistiques records et en fin de compte, il y avait vraiment des polémiques. Et je pense qu'à ce niveau, avec le Djubonti, je pense qu'il ne devait même pas passer à ce niveau. Et je pense que pour avoir du sérieux et pour faire du sérieux, je pense qu'il faut être près des gens, près de ce qui se passe et pour pouvoir se prononcer. Sinon, vraiment, ça passera de la même manière que les années passées. Cette menace-là, ces menaces sur l'arachide, c'est lié à quoi? À la qualité des semences? Parce que le président Aludia a dit tout à l'heure qu'on aura plus de foin que d'arachide. C'est lié à la qualité des semences ou bien c'est lié à quoi au juste? Écoutez, moi je pense que d'abord c'est des problèmes structurels. Je pense que l'arachide, on ne peut pas faire la conservation des semences tout en laissant ça à des miettes de personnes qui gèrent la situation, qui gèrent leurs poches et sans pour autant, ça passe à la base. Les gens multiplient ça et peut-être ils les donnent et on les redonne les mêmes graines. Et à partir de là, peut-être avec les coopératives, comme on a l'habitude, comme j'ai entendu tout de suite sur votre sujet, je pense que ça mérite un débat sur ça. Parce que d'abord, ce sont seules les coopératives qui peuvent faire valoir la conservation. Oui, parce que là aussi, le ministre a déclaré que l'objectif de l'État est de créer des coopératives agricoles dans les 557 communes du pays. Voilà, moi je les avais tout prononcé parce que moi je pense
il faut que nous créions des coopératives dans chaque commune. Et dans chaque commune, peut-être on regroupera au niveau des départements, au niveau des régions, et peut-être à partir du national, on fera une chambre d'agriculture ou bien on fera un CENIA-BIS bien renforcé. Et je pense qu'à ce niveau, peut-être, dans toute cette organisation, peut-être on aura une défense du monde rural qui sera solide et les gens qui graviteront autour vont sortir. Ceux qui ne feront pas partie du monde rural, ils vont sortir parce que les plus-values des opérateurs en domaine semences et engrais, je pense que ça peut rentrer au niveau du monde rural et au fur et à mesure, ces organisations auront vraiment tout le nécessaire pour pouvoir vraiment se développer et des fois même peut-être avec les années qui vont suivre, peut-être ils pourront gérer leur situation, l'État va se détacher et peut-être ça va alourdir la tâche de l'État et je pense que ceci peut-être dans chaque commune, ils auront assez d'argent et que des fois même ils peuvent faire des ristournes au niveau du monde rural en période de soudure ou bien en période hivernale. Et je pense que c'est ça la bonne méthode et non pas parler pour parler aussi. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Cissé. Président Aludia, président de Force Paysanne, le Conseil national de concertation des ruraux, le CNCR, qui déclare que depuis la libération de la filière, les choses vont de mal en pis. Aujourd'hui que le ministre annonce un arrêté pour interdire les exportations de l'arachide brut, est-ce que cela peut constituer une solution au problème? Voilà, Aludia qui nous a quittés. Président, je termine avec vous, président de l'association des paysans du bassin arachidier, Cheikh Tidiane Cissé. Aludia n'est plus en ligne. Le CNCR a déclaré que depuis la libération de la filière, les choses vont de mal en pis. Alors, avec l'arrêté annoncé par le ministre de l'Agriculture, arrêté pour interdire les exportations de l'arachide brut, est-ce qu'on peut s'attendre à une solution? Écoutez, moi, je pense que pour cette année-ci, ça va être quelque chose de très compliqué dans la mesure où ce qui faisait amener les exportateurs, c'est parce que les huiliers qui étaient là, des fois, ils traînaient les pieds pour acheter les graines. Et je ne sais pas, pour cette année-ci, avec ce faible rendement, est-ce qu'ils pourront décasquer beaucoup parce que le monde rural souffre beaucoup sur le problème de pouvoir d'achat. Et je pense que c'est à ce niveau où ça pose problème. Parce que nous, on est peut-être des patriotes pour pouvoir vraiment conserver notre pays, mais pourvu que chacun mette la main sur la main au niveau de tout ce qui se passe, et peut-être à ce moment, peut-être ça pourrait marcher. Mais en tout et pour tout, je pense que ces organisations qui sont là aussi, je pense que c'est des organisations de consultance qui parlent, mais c'est les acteurs qui sont les plus valables. Moi, ce que je décris toujours, c'est qu'il faut que les organisations soient solidifiées et ces organisations parlent au niveau du monde rural et les consultants parlent au niveau de la consultance pour peut-être s'approcher du monde rural au niveau des organisations, apporter leur pierre à l'édifice, peut-être ça peut marcher. Mais vraiment, il y a tout un problème, tout problème qui est en train de se faire et je pense que ce n'est pas profitable pour le monde rural. Pour le monde rural. Merci beaucoup, cher Tidiane Cissé, président de l'association des paysans du bassin arachidier. Malheureusement, Aludia n'est plus en ligne, le président de Force Paysanne. Mesdames, Messieurs, merci. Fin de ce journal, c'était Point de vue. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde de Aliouba Digital Maïs Sambaï, réalisation Oumou Kalsoum Li. 13h, et là, Ndiogou Dien, il sera là donc pour le Wolof. Bonne suite de programme sur la RFM.